je voudrais remercier d'abord les organisateurs pour l'invitation à participer ici. Et ce que je voudrais montrer ici, c'est que l'évolution de la pensée d'Hilbert par rapport au fondement des mathématiques n'était pas du tout linéaire, mais plutôt il s'agit d'une série de tentatives, de tâtonnements, qui ont quelquefois qui font des cercles, ils reviennent sur la même position. Et finalement, les choses sont très claires en 1934, c'est-à-dire dans ce moment-là, les programmes d'Hilbert étaient très clairs, trop tard. Bon. Mais je ne vais pas faire ça, je vais me concentrer sur un point spécifique, c'est l'infinitisme. Et d'abord, je vais montrer les cadres dans lesquels je pose les problèmes, très rapidement, parce que c'est compliqué. Et je vais réviser quelques références au infinitisme avant l'arrivée de Bernays à Göttingen. Et après, je vais montrer qu'il y a des types d'infinitisme dans la création du programme. Dans la troisième partie, je vais montrer qu'il revient toujours sur les mêmes exemples pour simplifier qu'est-ce que c'est l'infinitisme. Et je crois que tous ces paragraphes peuvent être interprétés de la même manière. Et bon, finalement, je vais faire une conclusion. Je vais montrer comment c'est Hilbert qui a vraiment développé l'idée du infinitisme après Kronecker. Donc, d'abord, je passe très vite sur cette période, de 1891 à 1904, et il y a une période logiciste, au moins jusqu'à ce moment, qui est plus ou moins implicite. Bon, pas complètement, par exemple, we can obtain the concept of the fourth number by pure stuff en 1894. Mais bon, et il adopte dès le début des éléments qui vont être jusqu'à la fin du programme, qui feront partie du programme. C'est un structuralisme et la préférence pour la méthode axiomatique sur la méthode génétique. Et bon, mais le logicisme n'était pas simplement une profession de foi, une croyance, c'était un programme. Et la question c'est de quelle manière Hilbert a contribué à ce programme. Bon, j'accepte, c'est quelque chose de bien établi, qu'il a suivi Dedekind et qu'il croyait, il pensait que les preuves d'existence et consistance qui se trouvent dans le paragraphe 66 de Bassin-Basol-Nissan étaient correctes. Il est dit de manière un peu implicite en 1891, nouveau en 1899, mais là, bon, j'ai fait un schéma parce que c'est compliqué. Il arrive à reproduire, il connaissait déjà les paradoxes de la théorie des ensembles depuis 1897, et il arrive à les reproduire dans un cadre dedekinien. Et donc, à ce moment-là, il a dû s'en douter, il a dû avoir des doutes sur la preuve de consistance de Dedekind, mais il ne l'a fait explicite que jusqu'en 1904. C'est à ce moment-là qu'il dit ces preuves ne sont pas bien. Donc en 1904, dans la conférence qu'il donne à Heidelberg, il introduit des idées qui seront déterminantes à la formation du programme, à la constitution du programme. Par exemple, l'idée qui critique Dedekind, la preuve de l'existence d'un ensemble infini. Et il dit que la logique et les mathématiques doivent être développées simultanément, ce qui c'est contraire au logicisme. Il dit que les concepts d'ensemble n'est pas purement logique, mais comme on le dit, si un Ferrelot, par exemple, le programme est encore très loin,
Jiménez a décidé ici, parce qu'il n'y a pas une distinction claire entre mathématiques et métamathématiques, le cadre logique n'est pas bien posé, et surtout, ce qui est important pour moi, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas d'indication de quels doivent être les moyens pour prouver la consistance de l'arithmétique. Mais il fait une petite preuve de consistance d'un fragment de l'arithmétique dans cet article publié en 1904. Et point carré, c'est un point important pour moi, et fait immédiatement critique. Il dit, mais M. Hilbert est en train d'utiliser l'induction à niveau métamathématique, donc il y a une circularité. Il pose de deux manières l'objection, dans un premier moment c'est comme ça, après il découvre avec Russell l'idée de l'imprédicativité, et donc il dit où il y aura une circularité, ou ils vont utiliser une définition imprédicative. Sorry, Max, PMI, ça veut dire? Sorry, Principle of Mathematical Induction. Maintenant, je saute à 1917. Et là, dans les notes des cours qu'il a donné, avant l'arrivée de Bernays, il y a ce paragraphe: There is no need to consider irrational numbers, the geometric series, 1 plus half, and so on, is already an example. Not even formulas in which finite, but only indeterminate whole numbers n occur, are immune to our critique. To be able to apply them, one set n equals 1, 2, 3, 4, and so on. Kronecker, who intended to reduce all mathematics to the whole numbers, was consequently not radical enough, for n occurs in each form. He should have restricted himself to the specific numbers 7, 15, 24. Thus, one sees what kind of difficulties have to be faced when calculating with letters. Already the simple formula A plus B equal B plus A can be attaqué. Il va utiliser toujours le même exemple. Mais ici, il dit qu'il est plus radical que Kronecker. Donc Kronecker n'a pas pris complètement au sérieux le finitisme. Et ce qui est intéressant, c'est que la même année, il donne la conférence La pensée axiomatique, et il n'y a pas de référence au finitisme. Donc là, il adopte la logique, le logicisme, et il ne fait aucune critique au logicisme. Il dit que it seems to be necessary to axiomatize logic itself and to show that number theory as well as set theory are just part of logic. Et à ce moment-là, Bernays est engagé comme assistant de Hilbert Göttingen, et il donne un cours à la fin de cette année, 1917, où il introduit déjà, ils font un traitement assez développé de la logique qui va apparaître dans le livre de Hilbert et Ackermann en 1992, presque sans changement. Mais il adopte l'axiome, tout l'appareil formel des principes mathématiques, mais simplement ils disent que l'axiome de la réductibilité n'est pas dans le même esprit de l'ordre, dans l'esprit constructif. Et bon, finalement, en 1920, c'est la naissance du programme. Et je vais suivre William Sick, pas seulement dans les réponses qu'il donne, mais dans son interprétation, parce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là. Et d'abord, il dit qu'il y a trois pas, bon, mais je mets un troisième. Le premier, c'est l'abandon du logicisme. Il rejette le logicisme.
n'acceptent plus les logicismes parce qu'ils disent que le logicisme a besoin, je dois supposer qu'il y a un modèle de la logique avec l'axiome de réductibilité. Donc le problème de la consistance n'est pas résolu. Et he writes, to solve this problem, I don't see any other possibility but to rebuild number theory and to shape forms and inference in such a way that paradox are excluded from the outset and that proof procedures become completely surveillable. À nouveau, il dit que c'est la méthode axiomatique et qu'il faut adopter une théorie finitiste des nombres. Donc, le deuxième pas, c'est un cas curieux, parce qu'à ce moment-là, il adopte une forme de finitisme. Et à nouveau, le problème c'est le même. Il dit que dans cette finitisme, le concept général intuitif des nombres n'est pas assumé, n'est pas présupposé. Et à nouveau, l'exemple c'est le même. Such an equation, x plus y equals y plus x, is not a general claim for all numbers. Rather, it is interpreted in such a way that its full meaning is given by a procedure proof. Each step of the procedure is an action that can be completely exceeded and that follows fixed rules. And he said this consideration helps us to gain an understanding for the sense of the paradoxical claim made recently by Brouwer, that for infinite systems the law of excluding middle loses its validity. I think that qui sont en train d'adopter, bon, je vais interpréter toujours les paragraphes avec cette formule comme adoptant le point de vue de Brouwer, comme antifiniste. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il dit it must have been a discouraging conclusion for Hilbert to see that this new approach would not secure the foundation of classic mathematics either. Ce qui est intéressant, c'est que selon ce qu'il dit, ce finitisme n'était pas proposé pour la métamathématique, c'est avant la formation du programme. Donc c'était un essai de fonder la mathématique sur une base finitiste. Donc c'est un finitisme, mais pas le finitisme du programme. Et bon, la troisième pas, c'est l'idée de considérer la preuve formalisée comme un objet mathématique. La formation du programme d'Hilbert, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et donc, il y a plusieurs finitismes qui apparaissent là, de manière un peu confondue quelquefois. Et par exemple, un finitisme plus radical que celui de Kronecker, le finitisme de Poincaré de Hermann Weyl qui distingue très bien, et celui de Brouwer, et celui de Kronecker, qui plus tard va être reconnu comme l'arithmétique récursive primitive, que Hilbert va adopter finalement, à la fin il va dire ça c'est le finitisme que je voulais. Mais à l'époque, les troisième et les quatrième étaient confondus. C'était pas clair, ce n'étaient pas les mêmes. Et dans l'école d'Hilbert, il y a des extensions qui sont faites, des explorations. Par exemple, il explore la possibilité d'aller d'accepter l'induction jusqu'à epsilon 0. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est que Bernays, lorsqu'il commente en 1922 le développement des idées d'Hilbert, il dit qu'Hilbert a dû avoir une concession, un compromis entre une position philosophique radicale et les demandes intuitives qui ressortent, qui sont des recherches mathématiques, métamathématiques. Cela veut dire que vraiment Hilbert a adopté un finitisme très radical. C'est clair qu'il a fait une première extension pour admettre l'induction des contenus. Le principe d'induction. Bon.
excuse-moi pour citer tel mot, mais c'est important de savoir quelle était la construction que Hilbert avait des Kronecker, parce qu'à la fin, il va dire mon finitisme, c'est celui de Kronecker. He says, in number theory, all truths are indubitable, the proofs are wrong. He's stating, il est en train d'établir le point de vue de Kronecker. In number theory, all truths are indubitable, the proofs incontestable, and immediately comprehensive to common sense. This rests on their enduring checkability. In fact, the deepest laws of number theory can be demonstrated by any man one happens to meet on the street. Kronecker fights against every concept to the extent that it makes statements possible whose correctness is not decidable in a finite number of operations. And Kronecker restricts logic as well, respecting no datus whose applicability he admits only under the condition that there is the possibility of deciding the existential question by a finite procedure. Again, à nouveau, nous trouvons dans la lecture de 1921 à 1922 le même exemple, c'est toujours, et il dit que les énoncés généraux ont un sens purement hypothétique et que cela veut dire que given two numerals A and B, the additive composition of E with B gives the same numeral as the additive composition of B with A. There is no mention of the totality of all numbers. Furthermore, the existential sentences have in implicit number theory only the meaning of partial judgments. But to say they are super-statements of a more precisely determined statement. The existential claim here has sense only as a pointer to a fiche procedures which one possesses. Pour moi, à nouveau, c'est quelque chose qui peut s'interpréter à la manière de Bauer. Mais bon, il y aura plusieurs paragraphes qui disent à peu près la même chose. Je ne voudrais pas. Et en 1922, dans la New Fondement des mathématiques, la conférence du GAN en 1922, publiée en 1923, il est plus clair. C'est le moment où il croit qu'il est plus clair. Il dit que 3 plus 2 égale 3 n'est pas une formule, que c'est pour la communication que nous utilisons des lettres, et que A plus B égale B plus A n'est pas une formule, et l'école la compare avec l'équation antérieure, mais évidemment ce n'est pas la même chose. La formule antérieure, ça veut dire que les signes, sont des nombres de signes sont les mêmes, que les signes 3 plus 2 est le même signe que 3 plus 3, tandis qu'ici il s'agit d'un schéma. C'est-à-dire que chaque fois que je mets des nombres particuliers, j'obtiens une équation comme ça. Et la preuve du nombre, c'est assez simple. Il suppose B est plus grand que A, alors B est égal à A plus I. Donc on doit prouver ça, et on fait un A, on obtient une formule plus petite. À la fin, on va arriver à quelque chose d'évident, une équation évidente. Et il insiste qu'il ne s'agit pas, c'est la réponse à Poincaré, ce n'est pas le principe d'induction. Il ne s'agit pas du principe d'induction. C'est une induction des contenus, dit Bernays, mais ce n'est pas l'induction complète. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'interprète ça comme la signification de cette formule est donnée par la preuve, et la preuve est un schéma de preuve qui peut être donné, qui donne une preuve pour chaque paire de nombres
concret que je donne. Et pour moi, ça est compatible avec l'interprétation antisémite des quantificateurs. Bon, ici c'est Bernays dit il y a deux formes d'induction, il y a une forme étroite qui est utilisée par Hilbert, et il y a un principe général d'induction complète qui utilise les concepts généraux des nombres entiers. Et dans des exemples d'induction de contenu, je mets un seul. Si le signe plus apparaît dans une preuve concrètement donnée, on peut trouver un endroit où le signe apparaît pour la première fois. C'est curieux parce que si on regarde ce que Bernays dit, on peut le regarder comme un commentaire de la preuve, d'une petite preuve de consistance d'un fragment de l'arithmétique qu'Hilbert donne dans l'article antérieur. Mais seulement il y a un point à noter que lorsque nous avons le schéma pour prouver qu'A plus B égale B plus A, je peux vous dire, chaque fois que vous aviez des nombres, si vous me donnez des nombres concrets, je peux vous montrer que c'est la même chose. Mais ici, la preuve de consistance opère sur une preuve de contradiction qui n'existe pas. Ça veut dire, si vous me donnez une preuve de contradiction, je vais vous montrer ça. Mais il n'y a pas de preuve de contradiction. Je veux dire, c'est une preuve concrète de contradiction. Il n'y a pas de preuve de contradiction, un système consistant. Donc là, il y a un petit problème. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Nouveau, il dit que le problème vient lorsque nous sortons du finitaire, lorsque nous utilisons les concepts des quantificateurs. Et donc, il introduit à ce moment-là un opérateur qui permet de définir les quantificateurs. Et selon ce qu'il dit Bernays, c'est aussi un vestige de constructivisme. Cet opérateur est un prédicat dont un objet, c'est un témoin. C'est un objet qui satisfait les prédicats. Bon, pour moi, très important, en 1124, Ackermann présente sa dissertation. C'est une preuve des consistances de l'arithmétique récursive primitive en deuxième ordre. Et là, il utilise l'induction transfinie. Et après, il écrit, beaucoup d'années après, à Bernays, et il dit « Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que j'ai utilisé l'induction transfinie. » Et je pense que ce n'est pas une transgression. Hein. À l'époque, je pensais que ce n'était pas une transgression. Ferdinand Chassac, qui a fait un cours sur ça, dit Bernays connaissait parfaitement la preuve et il accepte. Ça veut dire que l'induction transfinie était considérée à quelques moments donnés comme acceptable du point de vue finitif. Bon, il s'agit d'un arbre de preuve infini, mais il y a une partie finie parce que chaque fois qu'on prend un point concret, on peut retourner au début par un nombre infini de pas. Donc il y a quelque chose de fini encore. À l'action qui est au-dessus, pour les actions. Oh, bon, à nouveau, 1125. À nouveau, en 1125, et il donne exactement la même. Bon, je pense que j'ai interprété ces phrases de la même manière qu'avant. Et il donne cet exemple, ce qui me semble intéressant. C'est l'exemple de la démonstration euclidienne de chaque fois que vous avez un nombre premier, il y a un autre dans un intervalle que vous pouvez transformer par une logique en celui-ci et dit que chaque fois qu'il y a un nombre premier, il y a un autre. Et donc il dit, là, nous passons du finitaire
au infinitaire par l'usage de la logique classique. Donc la logique classique a quelque chose de... Il faut aussi la valider. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que l'exemple, vous savez, que c'est Kronecker qui lui a conseillé cet exemple. C'est Kronecker qui lui a dit que c'est un exemple. Bon, je remarque effectivement, parce que et qu'en 1923, Hilbert introduit un schéma général de la reproduction simultanée et il explore trois directions de généralisation à différents types de variables, à des domaines transfinis, comme dans la thèse de Ackermann, et à la récursion générale. En général, il ne considère pas, par exemple, la récursion générale comme finitaire. Il dit que lorsqu'il commente la preuve de la fonction d'Ackermann, il dit qu'il s'agit d'un autre type de récursion. Mais il y a un sens dans lequel on peut considérer, pour moi au moins, qu'il s'agit de quelque chose de finitaire encore. C'est une extension, mais bon, qui finit par donner quelques citations et des références. Et c'est tout, la plupart d'elles, dans les livres de Minkos, qui était extraordinaire sur ça, il dit que dans une lettre de Bernays à Hilbert en 1925, il dit qu'il a observé, il a cru voir une différence entre le finitisme et l'intuitionnisme. Donc c'est quelque chose qui n'était pas clair. En 1927, Von Neumann dit que le finitisme est la même chose que l'intuitionnisme. Mais évidemment, il a l'intérêt de faire une réduction à l'absolu. Donc ce n'est pas l'un ne veut pas dire qu'il accepte forcément le finitisme. Et en 1930, à nouveau, Bernays identifie le finitisme et l'intuitionnisme. Selon Paolo Mancoso, c'était une extension du point de vue original. Accepté déjà pour tout le monde à l'école de Hilbert, qui pense que non, que cette idée était déjà dès le début, en 1920. Et, bon, en 1933 et 1934, Jensen et Engels ont démontré que l'arithmétique classique peut être interprétée dans l'arithmétique intuitionniste. Cela veut dire que l'arithmétique intuitionniste est assez puissante. Donc, ne peut pas être considérée comme infinitisme. Et à ce moment-là, lorsqu'il écrit son livre, Bernays et Hilbert, il dit non. Notre finitisme, celui de Kronecker, c'est l'arithmétique récursive primitive et pas le finitisme des intuitionnistes. Pas, bon, c'est pas le finitisme, pas l'intuitionnisme. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y avait une notion vague de finitisme qui peut-être venait de Kronecker, qui finalement a donné lieu à plusieurs concepts, plus ou moins précis. Mais ces concepts ont été clairs, ont été formés pendant l'évolution de la pensée de Hilbert et du programme de Hilbert. Et grâce à eux. Bon, comme conclusion, je voulais appeler l'attention Hilbert a voulu, à quelques moments donnés, fonder la mathématique sur une base infinitiste, donc il a pris au sérieux l'infinitisme. Ce n'est pas seulement dans le cadre du programme. Et il y a un moment que Hilbert dit à Bernays qu'à quelques moments donnés dans la crise des paradoxes, Hilbert a pensé que Kronecker avait raison. Ce n'est pas clair à quel moment exactement. Bon. Et après, je vais vous montrer que les exemples de Hilbert et Bernays sont compatibles. Les exemples qu'ils donnent
sont compatibles avec l'interprétation du quantificateur Raoult-Kolmogorov. Mais en un sens, ils ont répondu, ils ont pu répondre à la question de Poincaré concernant mathématiques parce qu'on peut me dire, non, on ne peut pas les considérer comme intuitionnistes, on ne peut pas les lire comme ça, parce que l'intuitionnisme accepte le principe d'induction. Il voulait répondre à Poincaré. Mais je vous rappelle que le principe d'induction, dans la logique intuitionniste, n'est pas le même, n'est pas exactement le même. Les quantificateurs à la fin n'est pas les quantificateurs classiques. Donc ce n'est pas le même principe. Mais après, ils ont découvert que l'intuitionnisme était trop forte. Bon, finalement, ce que je vais vous montrer, c'est que l'élection de la méthodologie finitiste dans le programme d'Hilbert a été soumise à des différentes variations. Il y avait des contraintes épistémologiques dont je n'ai pas parlé, et des résultats mathématiques. Et donc, ils ont essayé plusieurs types de finitisme. Et à la fin, pourquoi parce que Hilbert voulait explorer, dans toute la formation du programme, il explorait ces possibilités, et parce que ces notions n'étaient pas complètement claires. C'était pas clair que le finitisme de Kronecker était différent de l'intuitionnisme, c'est quelque chose qui est venu après. Et j'ai fini par dire que c'est Hilbert et son école qui ont fait revivre, renaître les finitismes de Kronecker. C'était son ennemi, mais aussi il est le continuateur. Merci beaucoup.